Voilà, de retour pour la troisième partie. Évidemment, toujours avec Alain Benajam, toujours face au public et face à toutes vos questions. Alors, petite précision... Il faut qu'on continue sur petite précision, voilà, sur les affaires là, de laïcité, de religion. Bon, encore une fois, et toujours, donc je reviendrai toujours là-dessus, sur les mots qui ont été vidés de leur sens, comme République a été vidé de son sens, et laïcité, c'est de la même façon. La loi de 1905 est en fait une loi de séparation de l'Église catholique et de l'État, au fond. Au fond, c'est ça. C'est ça, bien sûr. Au fond, c'était ça. Enfin, certains diront que dans les faits, c'était l'inverse, mais bon, c'est encore autre chose. Oui, bon, c'est comme ça. Mais on a dit que, en fait, on a accentué le fait qu'il y avait des libertés religieuses en France, qui existaient déjà depuis la Révolution, et que tu m'as dit justement que Napoléon avait imposé aux Juifs le fait de reconnaître la nation avant leur Dieu, si tu veux. C'est qu'il y a une habitude, il y a une tradition quand même en France, que c'est même quand on peut revenir à Philippe le Bel, en parler au roi maudit, si tu veux, il y a quand même une tradition en France de séparation entre le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel, qui est très très forte, même dans la royauté. Même dans la royauté. Hein. Faut pas oublier que Philippe le Bel a envoyé Nogaret gifler le pape. Hein. Gifler le pape, oui, tout à fait. Tu vois, bon. Donc, ça vient pas d'hier. Donc, on a parlé de nation, on a parlé de mythes nationaux, qui sont constitutifs d'une nation. Bon. Et puis, ces lois de 1905 sont à peu près bien passées. Il y a eu quelques frottements quand on a voulu faire les inventaires, bien sûr, mais ça n'a jamais posé de problème jusqu'à il y a peu de temps. Quand j'étais jeune, on ne parlait pas de ça. La laïcité passait comme une lettre à la poste. Depuis 20 ans maintenant, c'est redevenu au devant de la scène. Alors, c'est revenu devant de la scène depuis quoi? Je ne sais pas depuis qu'il y a des musulmans. Donc, la religion d'islam n'a rien à voir dans cette affaire-là. Hein, moi, je connais des gens, même très proches de moi, des Français convertis à l'islam. Ça me gêne en rien. Ce qui me gêne, moi, c'est qu'il n'y ait pas primauté de la nation sur la religion. Bon. Oui, mais aussi, Alain, si ces questions-là, elles sont revenues justement au devant de la scène, elles sont revenues parce qu'il y a des problèmes qui se sont posés aussi, il faut bien le dire. Moi, j'habite à Saint-Denis, qui est une ville essentiellement musulmane. Ouais. Hein, et donc, je côtoie des musulmans à Saint-Denis, qui sont en majorité, et je travaille la moitié de mon temps dans un pays musulman, aux Émirats Arabes Unis. Bon. Donc, je connais bien le problème. Donc, j'ai dit, quand j'étais aux Émirats Arabes Unis, pour moi, je suis dans un autre pays, une autre tradition, qui ont d'autres mythes que je respecte, et d'autres habitudes vestimentaires, sont habillés différemment, que je respecte. Ils mangent différemment. Qui mangent différemment, que je respecte. Bientôt, il y a le ramadan, je vais y aller là-bas, et je ferai en sorte de ne pas ni manger, ni boire ostensiblement devant les gens. Bon. Ça, c'est quelque chose. Bon, maintenant, ici, on a eu un flux migratoire extrêmement important, venu de pays musulmans, et qui n'ont pas seulement apporté leur religion, mais qui ont apporté leurs mythes nationaux. Donc on a eu une migration, c'est une migration de non-nationaux qui sont venus chez nous et qui, avec leur masse, finalement ont fait masse et ont apporté leurs habitudes vestimentaires, notamment. Alimentaires, etc. Leur culture, finalement. Leur culture. Et dans des zones, si tu veux, qui sont bien marquées, si tu veux. Hein, quand on voit territorialement, aujourd'hui, on peut parler de il y a plus de femmes voilées bien sûr, à Saint-Denis qu'il y en a aux Émirats. D'où pourquoi ces questions de laïcité sont venues devant la scène. C'est pas pour rien. Alors, on revient à la nation. La nation est fondée sur des mythes, comme on l'a vu, et sur un ensemble d'idées communes. Ouais. À partir du moment où une masse très importante de gens viennent supplanter les gens qui y sont, forcément, les lois de ce pays, ils sont remis en cause, comme beaucoup ici d'immigrés remettent en cause les lois de la laïcité. Voilà, c'est tout. C'est un fait. C'est comme ça. Alors, le fait de s'habiller différemment, on va reparler du problème.
S'habiller différemment. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quand on est aux Émirats Arabes Unis, les gens sont habillés d'une certaine façon. Quand on est dans certains pays, c'est comme ça. Bon, maintenant, les gens à Saint-Denis s'habillent. Il y a des gens qui s'habillent différemment. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ils ne s'incluent pas dans la communauté française. C'est-à-dire qu'on peut les voir. Tiens, ça c'est un musulman, ça c'est un salafiste, il a la barbe comme ça. Ils affirment leur identité. Ils affirment leur identité. Ils affirment, et c'est le mot, c'est le mot réel. Ils affirment leur identité. Manque de peau. C'est une identité qui n'est pas d'ici. Voilà. Là, oui, c'est gris. Voilà, ils affirment une identité différente du pays qui les accueille. Tout à fait, bien sûr. Voilà. Alors, cette revendication d'une identité différente, moi, c'est normal, je suis français, j'en veux pas. Je n'ai rien contre leur religion, strictement rien. Il y en a qui disent oui, mais l'islam c'est violent, c'est machin. J'en ai rien à foutre. Moi, je ne vais pas lire de Coran, ça ne m'intéresse pas. Si tu veux, la violence dans les religions, elle existe dans toutes les religions. Tu peux lire Saint Paul, c'est ultra violent. Tu peux lire la Torah, c'est ultra violent. Toutes les religions, d'ailleurs, on en a parlé, ont deux volets. Un volet de violence et un volet de tolérance. Donc tu peux lire ça et pas ça. Les catholiques sont plus gentils quand même, les évangiles. Ils sont plus gentils. La caractéristique du catholicisme par rapport aux autres religions, c'est la capacité justement de s'intégrer et de se fondre et de prendre en charge les traditions des gens. Bon, pour ça que c'est la religion qui me gêne le moins de toutes les religions. Mais si tu veux, il faut que les musulmans comprennent. Ils arrivent à comprendre sous peine qu'il y ait vraiment un jour des clashs importants, que eux, ils doivent absolument vivre leur religion en s'intégrant dans une nation qui n'est pas la nation primitive, si tu veux. Donc, ouais, mais comment c'est possible? Parce que, comme tu l'as expliqué avant, et ça on est bien d'accord, il y en a beaucoup qui en parlent, territorialement, il y a des zones majoritairement musulmanes. À partir de là, il n'y a plus d'intégration possible. L'intégration dont tu parles, elle peut se faire que dans un contexte où la personne se retrouve en minorité. Là, elle est obligée de s'intégrer. Mais si je suis majoritaire, pourquoi je m'intégrerais à la minorité? Tu vois, on en revient au même rapport de force. Puis ça pose d'autres problèmes, parce que pourquoi il y a eu ce flux migratoire? Ce flux migratoire, c'est l'oligarchie mondialiste qui l'a imposé. Pour peser sur les salaires, c'est pour normaliser, si tu veux. Est-ce qu'il n'y avait pas aussi, tiens, puisqu'on parle de ça, forcément, évidemment, on a compris la dimension économique qui est évidente, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une deuxième notion derrière, qui est justement de fragiliser aussi les nations? Parce que, quelque part, en mettant cette communauté étrangère, tu vas fragiliser la cohésion nationale. Bien sûr. Tu vas fragiliser la nation. Exactement. On le sait, à long terme, à moyen terme même. Donc forcément, les gens qui ont ouvert les vannes de l'immigration comme ça à partir des années 70, ils ne pouvaient pas ne pas objecter en se disant « Ouais, mais quand tous ces gens-là, ils vont un jour finir par se clasher ». Ils ne pouvaient pas ne pas le savoir, c'est impossible, parce que ils ne pouvaient pas en être autrement. Ils ne pouvaient pas savoir, ou ils s'en foutaient. Parce que si on m'avait dit, oui, on a ramené une petite quantité d'immigrés, ils vont s'intégrer, il n'y a pas de problème. Mais là, il ne s'agit pas d'une petite quantité. On sait très bien qu'aujourd'hui, on parle de chiffres absolument incroyables. Rien que pour la France, je crois que c'est 300 000 immigrés légaux. Je ne parle pas des illégaux, je parle que des légaux, parce que quand on nous parle, par exemple, des migrants qui arrivent là de Turquie, ce sont des illégaux. Ils ne sont même pas répertoriés dans les 300 000 à qui on accorde déjà le droit de rentrer sur le territoire. Donc ça veut dire, là, on parle vraiment de population. 300 000 personnes, vous savez, sur 4 ans, vous êtes déjà à plus d'1 million. Hein. À Saint-Denis, c'est la rue de Saint-Denis, c'est 95%. Oui. Quand on parle du grand remplacement... à Saint-Denis, c'est flagrant, il faut bien le dire. Il est terminé. C'est flagrant. C'est flagrant dans certaines banlieues où, territorialement, on est déjà dans des zones qui sont majoritairement musulmanes. Donc, dans ces zones-là, à partir de là... Je ne dirais pas majoritairement musulmane, parce que je ne veux pas encore mettre en cause la religion, qui est majoritairement étrangère. Ouais, mais la religion majoritaire est l'islam dans ces régions-là. Il est rare de voir le catholicisme présent majoritairement dans ces zones-là. Mais alors, il y a quand même quelque chose à Saint-Denis qui est marrant, c'est que la messe du dimanche à la basilique est pleine d'Africains.
Ah oui, oui. Il y a plein d'Africains qui viennent de pays catholiques africains. Il faut bien le dire aujourd'hui, ceux qui ont repris le flambeau du catholicisme en France, ce sont les Africains. Vous avez dans toutes les églises, moi aussi j'ai une église catholique juste à côté de chez moi, elle est pleine de noirs, il n'y a que des noirs, on ne voit que des noirs. Donc finalement, c'est les héritiers de la colonisation française catholique du 19e siècle qui aujourd'hui vont perpétuer la tradition catholique française que les Français visiblement ont laissé de côté. Et qui sont en train de se faire supplanter, disons-le, par un islam qui, lui, est dynamique, jeune, faut bien le dire, parce que l'islam, il est porté en plus par les jeunes, il attire toujours de plus en plus de jeunes. Les jeunes issus d'immigration, mais pas que. Les jeunes, tu l'as dit, convertis, il y a des Français, c'est plus, voilà. Donc c'est une religion qui est dans une phase de dynamisme absolu, de recrutement, et qui, vraisemblablement, est en train de prendre, moi, ce que j'appelle un tournant politique. Aujourd'hui. C'est-à-dire que l'islam ne va pas se contenter d'être là. Parce que pour le moment, depuis l'histoire de la laïcité, les catholiques, je veux dire, ils faisaient leur catholicisme chez eux et on les entendait pas. Non. On est d'accord. Ouais. Là, aujourd'hui, les musulmans, on les entend. Et d'ailleurs, les catholiques aussi. D'ailleurs, ils font leur grand retour. C'est ce que je disais. Nous, on en a reçu quelques-uns. Je leur disais, tiens, c'est le grand retour des catholiques. Faut bien le dire. On vous avait pas entendu depuis longtemps. Et ils disent, oui, on parle. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que c'est le fait que les musulmans ont commencé à avoir des revendications, fait que les catholiques aussi se sont réveillés en disant, attendez, et nous, on est là depuis ça fait 1500 ans, on dit rien, enfin bon, j'exagère, mais c'est un peu ça. Et donc là, on voit les musulmans qui sont en train de prendre, pour moi, le chemin de ce qu'on appelle clairement un islam politique. Il y a le parti des démocrates musulmans, qui, ils viennent de se créer, ça fait un an, je crois que ça existe à peu près 1 an et demi, enfin c'est tout récent, mais c'est que le prému, il va y en avoir d'autres, des partis comme ça, et ce parti va prendre de l'importance, etc. C'est-à-dire que l'islam va devenir un véritable enjeu politique en France, et ceux qui auront les manettes de l'islam auront du pouvoir politique en France. Ce sera pas, parce que c'est le jeu, attention, démocratie égale démographie. Plus on est nombreux, plus on a le pouvoir. C'est aussi la règle est très simple. Alors, donc il y a une réalité derrière ça. C'est que ces territoires où les musulmans deviennent majoritaires, une fois que tout ça aura pris corps dans une organisation politique, il y aura du pouvoir politique aux mains de la religion musulmane, de la communauté, je dirais musulmane plutôt que la religion. La communauté musulmane aura du pouvoir politique. Les musulmans, leur devoir est de créer un islam de France, français, de faire allégeance à la France. Ça fera un schisme avec l'islam traditionnel. Et c'est là. Et moi, j'ai réfléchi à cette... L'islam de France est incompatible avec le califat et la charia. Et la charia. Alors, est-ce que justement, les musulmans de France, parce que de facto, en faisant ça, ils s'excluent de l'islam. Oui, c'est ce tu comprends. Tu vois le geste incroyable. C'est-à-dire que de facto, s'ils disaient, nous, on crée un islam de France qui soit, un islam adapté justement à la France, où on a retiré, en gros, ce qui était incompatible avec la France, de facto, ils se couperaient de l'islam et de tous les autres musulmans. Encore, ça dépend, parce que c'est une branche. Je suis pas un spécialiste de l'islam, mais si tu veux, l'islam est multiforme. Il y a des islams, il y a plusieurs, des soufistes, il y a des salafis, il y a tout ce qu'on veut. Il y a plusieurs. Il y a des sourates qui permettent justement de s'adapter au pays dans lequel on est. Si tu veux, alors ça dépend de quelle sourate on va se référer, si tu veux. Alors faut espérer que, si tu veux, il y a tellement de schismes en islam et il y a tellement d'islam différents qu'un islam de France, pourquoi pas, pourrait exister. Oui, c'est quand même... C'est-à-dire que ça contraindrait les musulmans qui adopteraient cet islam à rompre avec l'islam lui-même, avec la tradition islamique. Mais quelle tradition islamique? Déjà, tu vois, les chiites, les sunnites qui ne peuvent pas se voir. Il y a les alaouites, il y a des je sais pas quoi. Ils ne peuvent pas se voir entre eux, les ismaéliens, les machins, il y a tout un tas de courants, on sait, qui traversent l'islam. Pourquoi pas un islam de France? Après tout, il n'y a aucune raison. Alors, tiens, une bonne question encore. C'est ça ce qu'on n'a pas réussi avec le judaïsme, parce que le judaïsme est lié à un pays étranger, et ça, c'est aussi inacceptable. C'est nouveau aussi, ça. Parce que le judaïsme lié à Israël, ça fait 50-60 ans, depuis 48, mais avant, il n'y avait pas ce lien. C'est nouveau. C'est nouveau. Et c'est vrai que les juifs de France, maintenant, s'identifient à Israël complètement.
Ce qui n'était certainement pas le cas, j'imagine, avant, mais aujourd'hui, c'est flagrant. Ils viennent dans toutes les manifestations avec les drapeaux israéliens, ils revendiquent cette... Alors aussi, c'est marrant parce qu'aujourd'hui, on revendique beaucoup la double nationalité aussi. Ce qui n'était pas, je pense, j'imagine mal en 1950 qu'on puisse... en tout cas, pour terminer là-dessus, revendiquer ça. Moi, je suis d'origine aussi immigrée, et toi aussi. Et donc, mais on est intimement liés à la France parce qu'on a accepté ces mythes nationaux, on les a acceptés. Moi, je peux faire un cours sur Jeanne la Pucelle, on l'a déjà fait ici. Ça m'intéresse beaucoup, sur la guerre de 100 ans, surtout, tout ça m'intéresse énormément. Donc, on a, nous, accepté en tant qu'immigrés les mythes nationaux. Il n'y a aucune raison que les immigrés de maintenant ne les acceptent pas. Aucune raison. Alors, il faut leur dire, ou ils acceptent nos mythes nationaux, ou il y aura de très graves problèmes. Il y aura des clashs. Il ne faut pas croire que... C'est inévitable. C'est inévitable. Il ne faut pas croire que ça va rester comme ça. Ça c'est pas possible. C'est clair. Parce qu'en plus, ce mouvement, on est en train de décrire, mais vraisemblablement, c'est la même chose qui se passe dans toute l'Europe. On va pas, dans toute l'Europe, il y a la montée de ces mouvements nationalistes, et pour les mêmes raisons, strictement, partout, d'immigration massive, en Allemagne, en Angleterre, aller en Angleterre, ceux qui ont été en Angleterre, ou là-bas, on en a fait le communautarisme comme un véritable système d'État, c'est-à-dire que c'est reconnu. Il n'y a pas de laïcité. Il n'y a pas de laïcité en Angleterre. Et il y a une reine. Alors, les royalistes... Alors, ils ne sont pas du tout laïcs. La reine, d'ailleurs, c'est un peu... c'est un peu un genre de Mohamed, de Mahomet, façon anglaise, sans vouloir offusquer personne, mais je suis désolé, elle est chef religieuse et chef de guerre. Donc, c'est une genre de Mahomet des Anglais. Bon, tu peux offusquer les Anglais. Je peux offusquer les Anglais. Non, après, mais en tout cas, c'est une réalité. Alors, on me dit, justement, comment peut-on imputer à des concepts en isme des dérives d'oligarques qui se sont appropriés ces concepts de droite comme de gauche et qui les ont totalement dévoyés au gré des périodes et des modes. De plus, ces oligarques sont quand même suffisamment identifiables et on connaît leur penchant pour la manipulation. Bien d'accord avec Alain Benajam, je salue son évolution sur ces thèmes. Non, d'abord, moi j'évolue perpétuellement, d'une part. D'autre part, l'ennemi, parce qu'on dit, il faut l'identifier, l'ennemi, on est en guerre. L'ennemi identifié sont, comme dit notre ami, des oligarques, donc l'oligarchie mondialiste, et que cette oligarchie est extrêmement intelligente. Des gens comme Soros sont extrêmement intelligents, des gens comme Brzezinski, tu vois un petit peu, des gens comme Jacques Attali, des gens comme ça, c'est pas des manches. Et donc, eux, ils sont capables de s'approprier toutes les idéologies possibles, et même contradictoires. Le socialiste, le nazisme, n'importe. Ils se les approprient de telle sorte qu'ils peuvent les piloter à leur profit. Alors, ça, c'est comme les luttes. On sait que maintenant, dans les luttes sociales, ils sont capables de créer des mouvements sociaux, comme Nuit debout, les créer pour les mettre sur une voie de garage et pour qu'ils n'aillent pas au bout. Évidemment, le bout, nous, ce qu'on voudrait, c'est qu'il y ait une convergence des luttes et qu'ils prennent tout en compte et qu'on parle aussi du 11 septembre, parce que c'est un point extrêmement important. Le jour où la CGT parlera du 11 septembre, on aura fait un très très grand pas. Mais non, eux, leur but, c'est que on fasse des luttes, très bien, faites des luttes, les mecs, il n'y a pas de souci, vous avez fait tout le temps. Est-ce qu'il n'y a pas justement aussi dans cette, on va dire, cette espèce de compartimentation des luttes qui fait que l'autre, il lutte, allez, je caricature, pour les cochons sauvages, l'autre, c'est pour qu'il y ait plus de gage de schiste, l'autre, c'est parce que les trottoirs sont trop bas, et puis les autres, ils manifestent parce qu'ils voudraient arrêter de bosser à 20h. Finalement, il n'y a plus de convergence sur un projet de lutte commune, de société commune, sur des objectifs communs. Au moins, j'ai l'impression que dans l'époque que tu me décris d'avant, justement, de ce PC, il y avait cette espèce de lutte commune, de convergence commune. Le Parti communiste, son travail, c'était de faire converger les luttes. Comme il n'existe plus
il y a plus cette convergence. Et donc, effectivement, on a en face de nous un ennemi redoutable, beaucoup plus redoutable qu'il n'était avant. C'est-à-dire que on a l'ennemi qui se cache dans la gauche, qui se cache dans les gauchistes, qui se cache dans les casseurs, qui se cache dans les mecs qui vont casser la gueule aux flics, et que nous, on va prendre pour des révolutionnaires, alors que c'est peut-être des flics qui ont cassé la gueule à d'autres flics, comme la bagnole qui a été cramée. Il y avait un Amerloc là-dedans. Si tu veux, il faut aujourd'hui, il faut avoir une prudence de loup et se méfier de tout. Tout peut être une voie de garage. Tout peut être pris pour être mis de côté et pour aller dans le mur. Tout, absolument tout. Et il n'y a pas une idéologie, une idée, n'importe quoi. C'est-à-dire, on a fait de l'islam, par exemple, une machine de guerre au profit de l'impérialisme. Hein? Voilà. Donc Daesh, c'est quoi? C'est une création. Les wahhabites et les frères musulmans sont des machines de guerre contre les peuples, y compris contre les peuples arabes. Hein? C'est une machine de guerre. Donc eux, ils se prétendent musulmans et ce sont nos ennemis objectifs, parce que ce sont c'est le bras armé de l'impérialisme, hein, ces gens-là. Donc on peut faire ça de l'islam, on peut faire ça de n'importe quoi, on peut faire ça des socialistes, des communistes, n'importe quoi. Oui, mais ouais, c'est vrai, c'est une question intéressante. Mais est-ce que ça fonctionnera avec tout le monde, justement? Pas forcément. Moi, je crois. Ah oui? Je crois que ça fonctionne avec tout le monde. Sauf avec moi. Encore, je ne sais pas. Je suis même pas sûr. En fait, ça fonctionne avec peut-être ceux qui sont très pétris d'idéologie. Si après, dès que l'idéologie est bien maîtrisée par le machin, il peut en faire ce qu'il veut et les transformer comme les antifas, qui sont les petits chiens de garde du capitalisme, en se prétendant les plus anticapitalistes, antifascistes, anti-machin, et qui passent leur vie à taper sur les gens, à les menacer. Parce que comme on a vu, les idéologies sont pétries de termes d'ismes, de termes creux qui ne veulent pas dire grand-chose, si tu veux. Voilà, c'est ça le problème. Et à partir du moment où des termes, tu les as vidés de leur sens, tu peux faire tout dire à n'importe quoi. Voilà. Donc nous, ici, à Méta TV, on est là pour se méfier de tout. On est des complotistes, bien sûr, parce que... Bac plus 8. Voilà, bien sûr, parce qu'on se méfie. On est des prudences de loup et n'importe quoi. Pour nous, c'est tiens, pourquoi, comment est-ce qu'on n'a pas voulu faire autre chose? Est-ce que, tiens, pourquoi Sylvain Baron n'a pas été viré de la Nuit debout? C'est quoi Nuit debout? C'est quoi le truc de Shin Sharp? Et c'est quoi tous ces bordels avec le point levé? Voilà. Et pourquoi la CGT, finalement, va dire oui, mais nous, on va faire barrage au Front National au deuxième tour? Donc, c'est consternant de conneries. Et alors que la plupart des adhérents de la CGT vont voter justement le Front National. Donc, tu vois, donc on n'est pas encore sortis de la merde, les mecs. Mais bon, moi, je compte beaucoup. Je compte sur la société de communication. Je compte sur l'Internet. Je compte sur Méta TV. Je compte sur l'information horizontale et non plus verticale. Et je compte sur la réflexion de chacun. Parce que là, on voit bien les gens... là, on fait appel à leur intelligence. Les gens, ils réfléchissent, quoi. Ouais. Bon, allez, vas-y. Allez, parce qu'il y a plein de questions quand même, qu'on enchaîne un petit peu les questions. On me dit, en tant que communiste, que penses-tu Je suis pas communiste. Ex-communiste, que penses-tu de l'idéologie politique de Robespierre? Il était partisan de la petite propriété et de la déconcentration des moyens de production, car dans son optique, seul celui qui possède les moyens de sa subsistance peut réellement prétendre à la liberté. Oui. Moi, je connais pas trop la vie de Robespierre, mais moi, je suis pour que l'initiative économique appartienne au peuple. Ce qu'on appelle l'initiative économique. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui peuvent créer des entreprises, créer des commerces, créer des sociétés. Moi, j'ai toujours été chef d'entreprise. Toute ma vie, j'ai eu l'initiative économique. Donc, je pense que c'est fondamental de conserver un pays où les citoyens ont l'initiative économique et s'approprient l'économie. Là, on nous dit, tiens, j'en profite pour faire... on me dit 57% de l'économie appartient au secteur public. C'est un peu socialiste, non, monsieur Benajam? C'est pas très libéral, ça. Voilà, c'est ce que nous dit... Oui, non, mais c'est pas socialiste, tu appelles ça comme tu veux. Il dit, non, mais il sort un fait économique, c'est que la majorité de l'économie, c'est le monopolisme. Oui, bien sûr. Capitalisme, monopolisme d'État.
Canapétéiste, monopoliste d'État. Oui. On me dit, la colonisation n'a jamais rapporté d'argent à la France, mais à la banque. Le savez-vous? Voilà. Oui, la colonisation est très proche du secteur bancaire, ce que j'ai dit. C'est-à-dire la banque, oui, bien sûr. Parce que c'est vrai qu'il y a une aberration dans la colonisation, c'est que l'État français entretenait des infrastructures à perte, il faut bien le dire, surtout pour certaines colonies très éloignées. En revanche, des sociétés privées qui, elles, exploitaient les ressources sur place, profitaient largement de ça. Les banques vivent surtout du commerce, des commodités. En plus, je sais pas si tu sais, petite précision, par exemple, sur les départs de la colonisation. La France, donc, qui passait en fait des contrats avec des grandes compagnies, la compagnie coloniale, machin, etc. Et ben, en fait, cette compagnie, la France avait des obligations. Par exemple, voilà, sur un territoire, on va prendre, tiens, le Congo, ah ben, il y a obligation de construire un chemin de fer et un machin parce que on doit exploiter le truc et donc la France doit construire un chemin de fer. Mais c'est la France qui paye le chemin de fer. Qui paye, mais c'est pas elle qui en profite. C'est les banques, voilà. Et c'est ça qui s'est passé pour plein de sociétés qui se sont enrichies effectivement sur les colonies. Mais quand on dit la France s'enrichit, non, la France, elle n'a pas tellement touché d'argent. La banque de Suez, voilà, c'est très bien connu. Mais bien sûr, on a parlé... Mais c'est bien de le rappeler, parce que ça, ces petits rappels historiques sont bien rappelés. Des compagnies des Indes et tout ça. Voilà, il faut bien le rappeler. Donc tout ça, c'était lié aux banques. Ça a bien bénéficié, effectivement. Et apparemment, ce serait, même pour ce qui est de la colonisation française, un petit cartel de personnes identifiables. Ils ne sont pas si nombreux, c'est un petit cartel de gens, et c'est eux qui ont été les grands bénéficiaires de cette colonisation. Voilà, il faut bien le dire. Tout à fait raison. Voilà. Alors, on nous dit... Alain, que pensez-vous du Front National, soi-disant contre l'Union Européenne, alors qu'il touche des subventions de l'Union Européenne? Ouais, il n'est pas le seul. Moi, je regarde le Front National. Moi, je suis contre les partis politiques. Je trouve qu'il faudrait qu'on s'en passe. Et tant qu'on aura des partis politiques, on aura des gens qui travailleront. Parce que c'est très simple. Hein. Tu prends un dirigeant de parti politique, tu lui files 10 millions de $, et puis c'est terminé. Donc, moi, les partis politiques, franchement, moi, je suis chouard. Je suis chouard. Voilà. Faudra le faire revenir, d'ailleurs. Bravo. Il a peur. Hein? Il a peur à cause il a peur de quoi? Les antifas lui ont trop cassé les... Ben écoute, on va... Alors maintenant ici, tu sais, c'est... venir avec des gros bras. Quand tu t'assois ici... Ah non, c'est pas qu'il a... C'est après. Parce que... Non, ils vont pas venir ici. Mais c'est après qu'une fois qu'il sera venu, on va dire... Ah, t'as la bêta TV, comment ça? Raciste, fasciste... Ah, puis ils sont pas commodes, hein, les mecs. On lui fait de la pub quand même s'il veut pas. Ouais, si tu veux venir, Alain. Étienne, t'es le bienvenu. Alors, on me dit, le fonctionnariat sont à mettre sur quelle couche sociale? Des prolétaires vendus? Il demande où tu classes les fonctionnaires. Dans le prolétariat ou... C'est intéressant. Vous n'avez pas une autre question? Ah bah c'est des questions pièges. Ah bah tu vas te mettre tous les fonctionnaires après les musulmans. Il y a le statut des fonctionnaires, moi, c'est pas mon truc, les fonctionnaires. Hein, donc, moi, j'ai toujours été chef d'entreprise, je me suis démerdé, j'ai gagné mes ronds moi-même. On me dit, bonsoir à vous, question aux prolétaires. Dans l'administratif, à la question profession, il y a une distinction entre employés et ouvriers. Pourquoi cette différence? Les uns seraient des bêtes de somme et les autres des sommes de bêtes. Non, ça c'est fait. Ça c'est une dissection employé-ouvrier. Ça vient un peu du 19e siècle. Quoi, parce que l'ouvrier, c'était celui qui transformait la matière de ses mains. C'était le producteur. Et l'employé, c'est quoi? L'employé, c'était lui qui gérait... au 19e siècle, les employés, c'était plutôt les alliés des patrons. Voilà, mais maintenant, cette distinction... Elle a plus court. Il y en a qui me disent oui, Schwarz, c'est la fin du suffrage universel, c'est peut-être encore pire. Oui, tant mieux. La fin d'une escroquerie. La fin d'une escroquerie, la fin d'une escroquerie. En tout cas, il pose des bonnes questions, on va dire. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on me dit encore? La théorie de la tellurocratie contre la thalassocratie est un délire de Carl Schmitt censé justifier la politique du Troisième Reich. Pensez-vous que Poutine pourra instaurer ouvrez les guillemets, nomos de la Terre qu'Hitler n'a pas réussi à faire durer trop longtemps? Non, Poutine
Poutine, lui, il défend son pays. Il est russe, il est là, manque de peau, il est là. Il est né dans un pays qui sera toujours convoité par la thalassocratie. Il n'y peut rien. Il n'y peut rien, si tu veux. Il est comme ça. Ouais. Donc lui, il n'a pas d'idée. Il n'a pas d'idée, pas d'idéologie. C'est pas mal. Donc la tellurocratie contre la thalassocratie. C'est quoi la tellurocratie? Le pouvoir de la terre, l'empire de la terre contre l'empire de la mer, en fait. Bon, Hitler, c'est différent. Lui, il était dans les mains des banques et on l'a forcé à aller attaquer la Russie, à contrario de l'intérêt du peuple allemand. Donc, c'est tout. S'il était vraiment du côté de la tellurocratie, Hitler, il n'aurait jamais été attaquer la Russie. Ça aurait été une connerie. Il n'aurait pas perdu la guerre, en plus. Et en plus, il n'aurait pas perdu la guerre. Il n'aurait pas bossé. Parce que clairement, c'est la Russie qui met mal l'Allemagne. Qui anéantit la... Si, imaginons dans un scénario, Hitler, il n'attaque pas la Russie. Il contrôle toute l'Europe quand même. Non, sauf la Russie. Sauf la Russie. Non, je sais pas, peut-être. Il contrôle quand même toute l'Europe, quoi. On peut pas dire... On peut pas dire combien de temps ça aurait pu tenir tout ça, quoi. Mais bon, en tout cas, le fait est qu'il y a bien quand même cette idée qu'il y ait un empire, on va dire, maritime et un empire, on va dire, terrien. Mais Hitler ne faisait pas partie de l'empire eurasiatique. Ouais, bien sûr. Oui, il a fait le boulot des anglo-saxons. Ouais, c'est ça, il a un peu... il disait bien, les Amerlocs... on va aider celui qui perd, on va aider celui qui gagne, je sais pas quoi. Eux, ce qui est leur intérêt, c'est que les deux s'autodétruisent. D'ailleurs, il paraît que les Américains étaient plutôt germanophiles, déjà. Ah oui. Et même dans la Première Guerre mondiale, il paraît qu'au début du conflit, ils étaient carrément pro-allemands. Et c'est l'opinion internationale, via justement ce qu'on pense aujourd'hui, certaines officines très bien informées, on parlait des réseaux du type CFR, etc., qui ont été créés pour ça, pour essayer de basculer les opinions publiques et de les faire basculer... L'immigration, les Américains sont beaucoup d'origine allemande. Exactement, il y a énormément. Grosse immigration. Et il paraît que même dans les années 30, souvenir chose assez étonnante, mais même dans New York, on voyait énormément, il paraît, de Vastika à l'entrée des magasins, parce qu'ils soutenaient... ils soutenaient absolument. Donc, c'est vrai. Voilà. C'est bien de le préciser parce qu'il y avait même un parti nazi américain. Ah oui, bien sûr. Lié au Ku Klux Klan. Ouais, tout à fait, un parti nazi américain. Donc, les Américains n'étaient pas du tout anti. Non, parce qu'on a l'impression qu'ils étaient férocement germanophobes, etc. Alors que c'est pas du tout le cas. Tout ça est plus compliqué que ça, quoi, en fait, finalement. Beaucoup plus compliqué que ça. D'ailleurs, on avait parlé aussi, on pourrait évoquer, c'est Friedman, de la société Stratfor, la société de renseignement privé, qui lui dit que tout le but des Américains a été d'empêcher, avec 2 guerres mondiales, l'Allemagne et la Russie de faire la jonction, quoi. Donc, c'est pas nous qui disons, c'est les Américains. On connaît leur franchise dans la matière. En général, ils se laissent pas amuser par les mots, ils n'ont pas peur de vous dire ce qu'ils pensent. Alors, on me dit, concernant la politique, Frédéric Delavier propose une idée radicale qui sauvera la France en proposant une 6e République, avec un boîtier électronique qui sera connecté avec une carte à puce personnelle pour voter à chaque décision et même virer un autre politique exécrable comme Denis Baupin. Quel est votre avis? Oui, il propose une espèce de boîtier électronique. Parce que c'est vrai que la démocratie Internet, avec cette technologie d'Internet, on pourrait passer dans une démocratie numérique. On a dit tout à l'heure, je prétends, c'est pas qu'on a dit, qu'on a déjà changé de paradigme. Ouais. Et que c'est inexorable, et qu'on est dans une société de réseau. Alors moi, je ne sais pas comment ça va s'agencer, cette société de réseau, mais effectivement, on a le choix entre deux possibilités, soit le tirage au sort, effectivement, soit le fait que chacun puisse voter avec son boîtier ou n'importe quoi, par manière électronique, qu'on appelle à voter. Ça ne sera pas tout le temps. On ne va pas changer les lois. Il ne faut pas changer les lois perpétuellement. Si tu veux, ça aussi, c'est des conneries. Au bout d'un moment, il y a des lois, on les garde. Donc, on peut faire des référendums
Et puis des gens peuvent dire, ben voilà... il faut qu'il y ait un référendum d'initiative populaire, c'est ça qui est important. Oui, ben voilà. En fait, c'est que, en fait, une partie, on puisse conserver l'initiative, un peu comme ce qui se fait en Suisse. Oui, bien sûr. On voit, voilà, on peut proposer une loi s'il y a suffisamment. Ça se fait en Autriche aussi, sauf qu'en Suisse, la petite différence que j'ai lue, parce que ça se fait dans beaucoup de pays d'Europe finalement, mais en Suisse, ils ont une particularité, c'est que quand ils ont atteint en fait le quorum, ils sont obligés de faire le référendum. Alors que dans beaucoup de pays, en fait, ils ont fait que la première étape, on a le droit de le faire, mais par contre, il n'y a pas de quorum, il n'y a rien. C'est-à-dire qu'après, la loi, en fait, c'est le gouvernement, il fait ce qu'il veut, s'il veut la passer, la pas. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs en Autriche avec la sortie de l'Union européenne. C'est une loi qui avait été proposée par le peuple, par référendum initiative populaire. Une fois arrivé devant l'Assemblée, ils l'ont balayé d'un coup, alors que ça représentait véritablement une grande fraction des gens. Ben d'ailleurs, ils l'ont compris dans l'élection qui s'est passée en quelques mois. Il y aura effectivement des formes à inventer avec les nouvelles formes de vie en réseau. Ouais. Et on me dit, est-ce que tu peux nous parler un peu de cette oligarchie russe, Abramovitch, Khodorkovsky, Timochenko, Berezovsky? C'est vrai que tous ces gens-là qui ont formé la grande oligarchie russe pré-Poutine, et puis on va bien dire, parce que historiquement, on sait que ce sont les gens qui ont amené Poutine au pouvoir, et sauf qu'une fois que Poutine était en pouvoir, on va dire, il a été un animal politique, mais dans le sens propre et figuré, puisqu'il a crunché, il a fait débouter ses concurrents, donc beaucoup ont dû s'enfuir, parmi les noms là, qui ont été cités. Certains sont en prison, comme Khodorkovsky, avec son procès, c'est célèbre. Donc ce sont tous ces oligarques en plus qui ont, on va dire, mis main basse sur la Russie au moment de l'effondrement du communisme, c'est-à-dire le passage de 1990, où la Russie a traversé une période terrible. Et là, il y a cette petite bande-là qui ont accaparé le patrimoine de l'État, parce que c'était le bon moment, c'est une question d'opportunité politique, c'est ça. Il y a eu un changement de régime, le pouvoir était faible, on a du pistolet, ils ont tué des gens... Voilà, ils ont réglé leurs problèmes, ça a été l'anarchie. Parce que Khodorkovsky, par exemple, c'est qui a racheté Rosneft, je crois, c'est ça, pour une poignée de cerises, là, parce que je crois... Ces gens-là sont l'ennemi du l'entreprise qui valait des milliards, qu'il a racheté quelques millions, enfin, c'est une affaire absolument incroyable. Ce sont les ennemis du peuple russe. Un jour, il faudrait que Poutine les traite quand même, finalement, parce que... beaucoup sont enfuis. Abramovitch, il n'est plus en Russie, Berezovsky non plus, Timchenko... mais il en reste encore. Mais il en reste encore, parce qu'il y a des oligarques, parce que même dans cette affaire d'Ukraine, il y a des oligarques derrière. Ah, non, l'Ukraine, c'est des dirigés... Parce qu'il y a les deux, il y a ceux qui fournissent le Donbass, et puis ceux qui fournissent les mecs de Kiev, les Ukrainiens aussi. Oui. Donc c'est le problème des Russes de se débarrasser de ces parasites. Ouais, ça, c'est clair. Les oligarques russes. Mais il a raison qu'ils ont une importance dans l'histoire russe moderne. Encore une importance. Ils ont encore un grand pouvoir, oui. Alors, on me dit, est-ce que le syndicalisme n'est-il pas une vieille lune? C'est vrai qu'est-ce que le syndicalisme n'est pas. Est-ce qu'une vieille lune, est-ce qu'on y croit? Les gens y croient encore au syndicalisme? Parce que là, aujourd'hui, ces derniers temps, ça, on a beaucoup parlé, la CGT. Alors là, la CGT est devenue l'organisation numéro 1. Pourtant, j'ai vu qu'il y avait des élections professionnelles là, qui se déroulaient en entreprise, et la CGT n'est même pas en tête. Donc c'est même pas... Ça dépend des boîtes. Ça dépend des boîtes, mais dans l'ensemble du territoire, il recule un peu. C'est la CGT qui est encore en tête. Ouais, mais il recule un peu par rapport à... Oui, mais parce que comme on a dit au début, le prolétariat a complètement changé, si tu veux. Là, on vient de la CGT, le Parti communiste, et des choses comme ça. On vient d'une époque où il y avait de l'industrie et il y avait des prolétaires qui avaient des traditions révolutionnaires issues du 19e siècle. On peut dire qu'il y avait un mythe prolétaire, justement, avec Karl Marx, tout ça, qu'on bâtit ce mythe-là. Avec la commune, le mythe du grand soir, du machin, etc. Le drapeau rouge, etc. Et donc, ces prolétaires n'existent plus, étaient remplacés par un prolétariat immigré qui, lui, n'a rien à foutre de ça. Donc, il n'en a rien à foutre. Le prolétariat immigré, ce qui l'intéresse, c'est de gagner un peu plus que ce qu'il gagnait chez lui, quoi. Donc, avec des grosses différences, elles sont énormes. Et puis d'obtenir peut-être des droits particuliers un peu, c'est ça le communautarisme. D'ailleurs, c'est ce qu'entretiennent les mairies de gauche, ce communautarisme, puisqu'elles n'ont plus d'électorat justement ouvrier, c'est ce prolétariat-là, leur électorat aujourd'hui dans les banlieues. Donc on peut dire que la CGT c'est vieillot, bien sûr, c'est vieillot comme le prolétariat français, il est vieillot, il n'existe plus, comme beaucoup de choses, quoi. On vit dans un autre monde. On vit dans un autre monde. Le monde est passé d'un paradigme à l'autre.
Voilà. En tout cas, bah, on arrive à la fin, ça tombe bien. Ouais, bah oui. On me dit Poutine n'est pas dirigé. La Russie n'est pas dirigée par Poutine, mais par la puissante famille Astor. Ça te dit quelque chose? Connais pas. Moi non plus. Bah, à se renseigner, hein, parce que des fois, ils sortent des trucs comme ça, justement. Ça correspond. On me dit, il se prend pour Farrakhan, il veut nous faire la Nation of Islam. Je ne sais pas de qui il parle. J'espère que c'est pas de moi, mais bon. Alors, allez, les dernières. Allez, j'en prends une dernière, juste les 59. On me dit, quid de la guerre entre la CGT, CFDT, FO et les autres? Cette guerre ne serait pas aussi un peu une bataille indirecte entre la CGT et la CFDT, cette dernière étant un peu plus conciliante? C'est vrai que la CFDT a signé tous les accords de gouvernement depuis 10 ans dans ce pays, à tel point qu'ils ont claqué la porte, il y en a énormément qui ont claqué la porte de la CGT, qu'ils ont fait un schisme, parce que j'ai appris que finalement, Sud, c'est une émanation de la CGT, c'est ça? Ce sont des transfuges au moment où, quand Chirac avait signé les accords de retraite, et qu'il était le syndicat traître, ça, jeu de mots, j'y peux rien, c'est la langue des oiseaux, mais c'était le vrai traître au reste des syndicalistes, et beaucoup ont claqué la porte en disant comment ça tu nous as trahis, parce que visiblement il a quand même signé l'accord sans l'assentiment général de la CFDT a toujours été proche du Parti Socialiste et la CGT du Parti communiste, voilà. Parce que c'est intéressant de voir les évolutions, parce que tu sais aussi, par exemple, Nicole Notin, qui était à force à FO, l'ancienne secrétaire générale de FO. Non, CFDT. Ah oui, CFDT, ouais, c'était CFDT, oui, tout à fait. Et c'est intéressant de voir où est-ce qu'elle est maintenant. Bah oui. Elle travaille pour les banques. Elle travaille pour le Hirschi. La boucle est bouclée. Bon voilà, en tout cas, justement, ça nous a permis de faire le tour et de comprendre un peu comment ça fonctionne un peu à faire avancer le schmilblick quand même. Voilà. Et en tout cas, écoute, il ne me reste plus qu'à remercier tout le monde. Merci à la régie, merci aux modérateurs, je vois, il y a Ozzy, il y a School, merci aux métanautes, là, tous les métanautes connectés, il y en a, ils ont commencé même à aller se coucher, tellement c'est, voilà, on dit bonne nuit, ben oui, c'est l'heure, faites de beaux rêves, vous aussi, merci à Alain aussi, évidemment, d'être venu, et puis, bien sûr... C'est un plaisir. Voilà, le plaisir partagé, voilà, nous aussi, on va se rejoindre normalement lundi, si tout va bien, et si Dieu le veut, pour traduire en français, et puis, d'ici là, je n'aurai qu'une chose à vous dire, forcément... Oui, mais nous, on a notre petite maxime. Alors, c'est pas le Coran, mais bon. Si vous écoutez ce message, c'est que vous êtes la résistance et je ne suis pas Jésus. Merci, ciao.